fédéral avec notre ami Raymond Côté. Bonjour Raymond, comment ça va? Ben oui, bonjour Rémi, ça va bien, merci. Très heureux que tu sois là. Tu n'as pas bravé la météo en vélo exceptionnellement ce matin. Il y a une certaine limite que tu franchis. On en voit du monde en vélo ce matin, mais ça, c'est un autre degré de crinqué quand même, là. Non, c'est ça. Écoute, ça prend l'imperméable intégral, puis, tu sais, de la pluie dans les lunettes. Non, moi, je suis pas aussi... pas aussi crinqué que ça, effectivement. Non. On a donc effectivement de la pluie mélangée à de la neige ce matin et beaucoup de choses à jaser dans l'actualité, Raymond, dont évidemment l'adoption du budget par le gouvernement de Mark Carney. J'ai l'impression que d'adopter un budget, pour avoir parlé à des chercheurs de l'IRIS qui étaient sur place, ça doit pas être un processus très, très simple et léger. À quoi ça peut ressembler comme monstruosité, l'adoption d'un budget fédéral? Oui, bien, il faut souligner en partant que le budget compte 400 pages, mais là, l'adoption, évidemment, comme pour un projet de loi, doit passer par des débats, des propositions de l'opposition là, qui prennent la forme d'amendements ou de sous-amendements. D'ailleurs, on a vu un sous-amendement conservateur pour remplacer un amendement libéral qui a été battu jeudi. Et vendredi, il y avait un amendement bloquiste qui voulait ajouter à la motion libérale là, d'adoption du budget qui a été battue vendredi. Parce que là, le budget, lui, il va être adopté, ou en tout cas, l'adoption potentiellement va se faire dans une grosse semaine, là, parce que les travaux de la Chambre sont suspendus pour la semaine. C'est la relâche parlementaire du mois de novembre. Alors, il y a une relâche en novembre, ça? Oui, il y a une relâche, en fait, à chaque mois. Hein, c'est ça. Ah! Oui, parce que ça permet comme ça aux députés de pouvoir retourner dans leur comté. Je parle de tous les députés. Le Canada, c'est grand. Bien, c'est ça. Concrètement, moi, quand j'ai été élu, bien franchement, je trouvais qu'Ottawa, c'était loin de Québec. Mais quand j'ai vu pour mes collègues de Terre-Neuve ou de la Colombie-Britannique ou du Grand Nord, territoire du Nord-Ouest, Yukon, je me suis dit, non, Québec, c'est vraiment très proche. Moi, je retournais toutes les fins de semaine. Ouais. Mais il y a bien des députés qui, ça vaut même pas la peine de quitter Ottawa même la fin de semaine. Le jeudi soir pour retourner dans leur comté parce qu'ils passent leur temps dans l'avion. Ah ouais, fait qu'effectivement, pour permettre aux députés, parce qu'on le répète, c'est grand, de pouvoir être sur le terrain, il y a une relâche par mois. À ta connaissance, là, est-ce que les députés utilisent bien cette semaine-là, ou est-ce que c'est comme une semaine de lecture au cégep que tu lis pas bien? Ben, on va s'entendre que les 343 députés sont leurs propres boss. Alors, il y a des boss qui peuvent tirer au flanc, puis d'autres, au contraire, qui sont survoltés. Ouais. Je te dirais qu'en général, les députés utilisent bien cette semaine-là. Premièrement, ça leur permet aussi de voir leurs employés dans leur bureau de comté, faire le bilan du dernier mois. Puis aussi, ils ont toute une série de rendez-vous normalement qui sont programmés pour rencontrer des groupes ou des individus. Des soupers spaghettis, des affaires de même. Ça, c'est sans compter les invitations, évidemment, en dehors du bureau de comté, parce que là, évidemment, les organisations, comme les clubs de l'âge d'or, par exemple, sautent sur l'occasion pour avoir leurs députés à la table. Et les médias locaux aussi, des fois, qui vont dire « Hey, t'es dans le coin, viens-t'en ici. » Absolument. Et s'ils veulent, ils peuvent être très occupés pendant leur relâche. Ça, c'est clair. Raymond Côté. Donc, ce processus-là d'adoption du budget, de ce qu'on comprend, c'est que même si on en parle depuis maintenant plusieurs jours, c'est pas final, ce budget-là, encore. Là. On est encore en train d'en débattre et d'en discuter. Absolument. Puis, écoute, je voulais justement te parler du sous-amendement conservateur puis de l'amendement bloquiste parce que leurs sorts sont très différents. Tout d'abord, le sous-amendement conservateur, je vais me permettre de te le lire rapidement. Ça disait de substituer à l'amendement libéral, car au lieu de présenter un budget abordable afin que les Canadiens puissent mener une vie abordable, il a présenté un budget qui ne tient pas compte du fait que chaque dollar dépensé par le gouvernement libéral provient des poches des Canadiens sous forme de hausse d'impôts et d'inflation. Ne réduit pas le déficit au niveau promis par les libéraux dans la mise à jour financière de l'année dernière, soit 42 milliards. N'abolit pas les taxes cachées sur les denrées alimentaires, notamment les taxes sur le carbone payées par les émetteurs industriels agricoles, la taxe sur les emballages alimentaires qui ajoute des milliards de dollars au coût et la taxe sur les normes liées au combustible qui ajoute 17 cents le litre au diesel et à l'essence que paient les agriculteurs. Et ne met pas fin à la taxe inflationniste en réduisant les coûts du gouvernement, mais imprime plutôt de l'argent
pour payer les factures des libéraux. Fait que les amendements, c'est partisan pas mal, là, gars. Ce sous-amendement-là est ultra partisan. Écoute, c'est vraiment teinté par la philosophie parce que défend Pierre Poilievre. Et sans surprise, ça a été largement battu. En fait, les conservateurs ont été les seuls à voter pour leur sous-amendement. Comment ça fonctionne, un sous-amendement? Mettons, un parti arrive, soumet ça, puis là, tout le monde vote? Ou c'est juste une gang qui vote? Ça prend 50 plus 1? Comment ça marche? C'est tous les députés présents qui votent. Puis évidemment, ça prend la majorité simple pour l'adoption. J'en viendrai à l'amendement bloquiste, oui, qui a été battu, mais justement, tu vas voir, la dynamique a été différente. L'amendement en question disait la Chambre rejette l'énoncé budgétaire du gouvernement qui est nuisible pour le Québec car il omet d'augmenter l'indexation du transfert canadien en santé à 6 %, de mettre fin à la discrimination à l'égard des personnes de 65 à 74 ans qui n'ont pas eu droit à une augmentation équitable de la sécurité de la vieillesse, de rembourser les 814 millions de dollars aux Québécois qui n'ont pas reçu de dédommagement pour la fin de la tarification du carbone en avril 2025, de proposer des mesures concrètes et efficaces pour lutter contre les changements climatiques. Donc, les termes sont moins agressifs un peu. On va reconnaître que l'amendement bloquiste est un amendement de fond, là, puis il n'y a pas de partisanerie, à part le fait que, évidemment, le Bloc souligne le fait que le Québec est désavantagé, mais ça, c'est habituel. Ouais, c'est le job. Sauf que les quatre questions, là, dans le fond, se retrouvent... Il y en a une, là, le 814 millions, la prétention liée à la fin de la taxe sur le carbone pour les particuliers. Ça, c'est particulier au Québec, mais les autres s'appliquent à l'ensemble du Canada. Alors, cette motion-là avait beaucoup plus de mérite. En tout cas, elle était beaucoup moins partisane que le sous-amendement conservateur. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que les néo-démocrates et la députée verte, Elisabeth May, ont appuyé la motion bloquiste. Par contre, les libéraux puis les conservateurs ont voté contre. Il faut dire que une question qui rentrait en ligne de compte, c'est que les deux motions, conservatrices et bloquistes, étaient des votes de confiance. Donc, si une des motions avait été adoptée, le gouvernement serait tombé. Alors, oui, ça m'a surpris, là, dans le sens où c'est une décision du gouvernement. Il n'y avait aucune obligation à ce que ce soit un vote de confiance. Et eux avaient confiance en eux. Bien, je te dirais que les libéraux ont voulu vraiment mettre le poids là, sur les épaules des partis d'opposition pour éviter de tomber et de partir en élection. C'est pour ça que là, le vote sur le budget lui-même, qui va avoir lieu dans la semaine du 17 novembre, va être très intéressant à observer. Évidemment, il y a des débats, là, parce qu'il y a un amendement au budget là, qui devra être adopté techniquement avant l'adoption de la motion même sur le budget. Mais... les conservateurs auraient eu l'occasion de faire tomber le gouvernement vendredi, puis ils ne l'ont pas fait. Alors, comment ils auraient pu faire ça en votant pour la motion bloquiste? Ah oui, c'est ça. OK. Fait que, si les conservateurs, ou vice-versa, les bloquistes appuyaient les conservateurs ou que les conservateurs appuyaient les bloquistes, qui n'a pas dû se voir tant souvent que ça dans l'histoire, mais quand même, à ce moment-là, le gouvernement tombait pour partir en élection. Jeudi, il aurait fallu que tous les partis, sauf les libéraux, votent du côté des conservateurs. Encore là, Elisabeth May aurait pu voter contre quand même, ça n'aurait rien changé. Mais vendredi, c'est ça. Alors, remarque que vendredi, il faut dire aussi traditionnellement, c'est la journée plate de la semaine parlementaire parce qu'une bonne partie des députés à la Chambre des communes ont quitté Ottawa pour la fin de semaine. Alors, il reste seulement les députés de garde puis quelques députés qui ne partent pas de la colline. Donc, je ne sais pas combien... j'ai pas regardé le résultat du vote. Ah non, tout le monde était là vendredi, excuse-moi. OK. Alors, je me corrige. Écoute, il y avait 336 députés vendredi quand même. Wow, sur 344. Vu qu'il y avait un vote sur 343. Oui, okay. C'est ça. Alors, puis c'est ça. 306 ont voté contre la motion bloquiste, 30 pour. Donc, les conservateurs se sont alignés avec les libéraux. Alors, là, la véritable question, ça va être de voir, durant la semaine,
premièrement, qu'est-ce qu'il va y avoir comme discussion s'il y a des discussions entre le gouvernement Carney et les partis d'opposition? On peut penser, entre autres, aux néo-démocrates et aux bloquistes, à savoir, est-ce que le gouvernement Carney pourrait être ouvert à négocier des modifications dans la proposition budgétaire pour obtenir un appui d'un des partis en présence. Comme Jack Meeting l'avait fait avec Justin Trudeau. Exact. Il avait négocié 2-3 affaires, dont les dents, puis 2-3 affaires, en disant si tu passes ça dans ton budget, on va t'appuyer, puis on va te faire passer. C'est ça. La différence, par contre, c'est que Jack Meat, lui, avait obtenu une entente d'appui sur des années, en fait, jusqu'à la fin, jusqu'à l'élection là, prévue dans la loi. En fait, la dynamique actuelle rappelle un peu 2005, là, ce que j'avais connu à mes débuts en politique avec le NPD, quand Paul Martin avait négocié des modifications budgétaires avec Jack Layton et que Jack avait obtenu 3 milliards une annulation de 3 milliards de baisse d'impôts aux entreprises pour que ça soit investi dans le logement social, le transport en commun. Ah, c'est des sujets qui sont encore d'actualité actuellement en ce moment. Bizarre. Très bizarre. L'histoire roquette, on en revient toujours aux mêmes choses, en gros. Et donc, puis il y a aussi l'autre chose, c'est qu'on va parler aussi un peu de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre a de la misère avec certains membres de son caucus. On a vu Chris d'Entremont, le seul député conservateur d'ailleurs de la Nouvelle-Écosse qui a claqué la porte. Puis là, il a accordé une entrevue pour expliquer les circonstances. Puis en fait, ce qu'on sait actuellement, Pierre Poilievre et les conservateurs sont en maudit là-dessus, c'est qu'il y a d'autres députés conservateurs qui sont fortement sollicités par les libéraux. Donc là, le départ de Chris d'Entremont et surtout son intégration dans l'équipe libérale fait que là, les libéraux sont à seulement 2 votes de la majorité requise pour adopter le budget. Alors, ils n'ont pas besoin de tant de monde que ça là, qui fait défection du côté conservateur pour s'assurer de faire passer le budget. Alors ça aussi, ça va être un autre élément qui, peut-être dans une semaine, va changer la dynamique de la Chambre, là, puis là, durablement. On va surveiller ça donc la semaine prochaine et on saura assurément s'en reparler lors de ta prochaine chronique. Raymond Côté, c'est toujours très, très agréable et pertinent. Merci de prendre le temps de venir nous voir. Je te souhaite une belle journée. Merci à vous deux. Salut bonne journée. On est rendu à 7h58 maintenant sur les ondes de CKIA